Bonsoir, tout le monde. On commence dans quelques instants. Il est 18 heures, bien sûr, et 19 heures. Donc, ici, hein, on va laisser 1, 2 minutes, le temps que les connexions se stabilisent. Bon, vous pouvez déjà vous installer confortablement. On peut dire déjà, hydratez-vous et surtout restez connectés, hein. Nous laissons à tout le monde le temps de se connecter. On y est presque. Il y a le public qui arrive, qui entre. Encore 2 minutes et puis on va démarrer. Voilà. Je crois qu'il est temps de commencer. Les autres vont nous joindre en ligne. Ouais, mesdames et messieurs, chers participants, au nom de l'Académie des sciences pour les jeunes en République démocratique du Congo, donc en sigle ASJRDC, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qui est mensuel. Donc, c'est un honneur, un réel plaisir de vous retrouver nombreux ce jour autour d'un thème qui est aussi capital que stimulant. C'est les défis technologiques, un frein à l'essor de l'Afrique et les solutions offertes par un nouveau cadre éducatif. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est au cœur des préoccupations de notre continent. Comment dépasser les obstacles technologiques qui freinent notre développement et surtout, comment un cadre éducatif renouvelé peut-il apporter des réponses concrètes et porteuses d'avenir. Et pour éclairer ces enjeux, nous avons le privilège d'accueillir un éminent orateur, le professeur Lagouge Tartibou, de l'Université de Johannesburg, au sein du département de génie mécanique industriel. Il est membre de la SJRDC. Il est expert reconnu dans son domaine. Le professeur Tartibou nous partagera son analyse et ses propositions concrètes
pour transformer ces défis en opportunités. Moi, je suis le professeur Claude Takenga de l'Université officielle de Rwenzori de Butembo, département de génie informatique, et j'aurai le plaisir de servir comme modérateur durant cette session. Mais avant de présenter l'intervenant du jour et lui donner parole, permettez-moi de placer quelques mots sur notre Académie des sciences pour les jeunes en RDC, ASJRDC. Alors, l'Académie des sciences pour les jeunes en République démocratique du Congo, en sigle ASJRDC. Quelle est sa vision? Quelle est sa mission? Quelles sont les actions et quels sont les projets? L'ASJRDC est une plateforme visant à promouvoir les interactions entre les jeunes scientifiques des disciplines diverses en vue de relever le défi tant nationaux qu'internationaux dont fait face notre société. Tel que dit sa devise, c'est la science au service de la société. La SJRDC mettra un accent particulier sur le rapport entre le monde scientifique et le développement de la société. Maintenant, la mission de l'Académie des sciences pour les jeunes en RDC est claire et ambitieuse. La promotion, donc promouvoir la science, inspirer et reconnaître les jeunes talents, contribuer activement au développement de la RDC, dont la vision repose sur deux convictions qui sont fondamentales. Il y a d'abord la science, c'est un moteur incontournable de développement pour le pays. Et puis, les jeunes Congolais doivent être au cœur de cette dynamique avec des carrières scientifiques qui sont perçues non seulement comme des choix d'avenir, mais aussi comme des leviers de transformation sociale et économique. Maintenant, pour remplir cette mission, la SJRDC agit sur plusieurs fronts. On voyait d'abord l'interaction avec les institutions gouvernementales à travers des dialogues stratégiques, comme le montre ici l'image, c'est avec le ministre de la Communication et des Médias, M. Patrick Mouyaya. Il y a la présence médiatique avec des interviews, des émissions télévisées comme Minute Science, comme on le voit là. Il y a des webinaires mensuels pour sensibiliser, vulgariser et mettre en lumière les initiatives scientifiques congolaises. Mais il y a aussi des communications publiques et des conférences internationales, comme représenté sur l'image qui est devant nous. Maintenant, la SJRDC œuvre aussi dans la sensibilisation des élèves, des écoliers, sur la science, en s'inspirant des membres des ASJRDC comme modèle. Il y a aussi la reconnaissance des jeunes talents. Il y a l'accompagnement des jeunes scientifiques à travers des mentorats et des programmes de mise en réseau pour créer une génération de leaders scientifiques engagés. La SJRDC est donc un espace de convergence entre la jeunesse, la science et le développement. La reconnaissance aussi de l'excellence scientifique. À ce sujet, nous sommes fiers des nombreux membres qui font rayonner la SJRDC, tant au niveau national qu'international, comme nous voyons nos représentants nous honorent partout là dans le monde. Alors, à travers ces graphiques, nous constatons avec satisfaction une augmentation constante du nombre de membres chaque année. C'est pendant les 5 dernières années. Donc, la SJRDC offre un service aussi gratuit aux jeunes chercheurs
incluant une assistance éditoriale et un accompagnement personnalisé afin de les encourager à s'épanouir pleinement en tant que scientifiques. Et voilà, il y a même une campagne qui est lancée il y a un moment pour cette cause. Donc, lancement, il y a une campagne d'assistance éditoriale gratuite. Ainsi peuvent être synthétisées la vision, la mission, ainsi que les ensembles des actions et des projets portés par notre Académie des sciences pour les jeunes en RDC. Pour en savoir plus ou prendre contact avec la SJRDC et retrouver ici toutes les informations utiles via ces liens qui sont là et les contacts. On va maintenant passer à la présentation de l'orateur du jour. Lagouche Tartibou, il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil en électromécanique de l'Université de Lubumbashi depuis 2005. Il détient également un master, un doctorat en génie mécanique de Cape Peninsula University of Technology à Cape Town. Il enseigne en génie mécanique depuis 2007. Actuellement, professeur ordinaire en génie mécanique à l'Université de Johannesburg, où il est affilié de manière permanente. Ses travaux de recherche portent sur la thermoacoustique, l'optimisation en ingénierie, la conception mécanique et l'intelligence artificielle. Il a encadré avec succès plus de 10 doctorants, 50 étudiants en master et plus de 100 projets de fin d'études en conception mécanique. Il est auteur de plus de 233 publications indexées dans Scopus, dont 3 ouvrages, l'un d'eux entièrement rédigé par ses soins et publié cette année. L'ouvrage comprend 545 pages consacrées à la formulation et à l'optimisation des problèmes complexes en ingénierie. Il est également détenteur d'un brevet dans le domaine de la conception mécanique. En 2024, il a été reconnu parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde par Elsevier et l'Université de Stanford, selon les données indexées dans Scopus. Il est professeur visiteur à l'Université de Lubumbashi, à l'Université protestante de Lubumbashi, à l'Université de Kolwezi, ainsi qu'à l'Université Mapon à Kindu. Il est membre de plusieurs organismes internationaux et de plusieurs organismes professionnels, dont l'Ordre national des ingénieurs civils, le South African Institute of Mechanical Engineering, International Association of Engineers et American Society of Mechanical Engineers. Donc, il dirige actuellement un projet multilatéral intitulé l'Industrie 4.0, un catalyseur pour le développement durable en Afrique, réunissant des partenaires d'Afrique du Sud, de Tanzanie, du Cameroun, du Nigeria, du Ghana, ainsi que de la Grèce. Il est marié et père de 4 enfants. Je pouvais continuer la liste. Pour gagner du temps, on va lui laisser le temps, l'espace maintenant. Donc, alors, professeur, the stage is yours. Donc, vous pouvez partager votre écran et prendre la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous allez juste me confirmer si vous pouvez voir mon écran, que je suis en train d'essayer de partager. Ouais. Voilà. On voit l'écran. OK. Non, merci infiniment, Prof. Takenga. C'est pour moi un honneur de vous rencontrer. Je sais que
On se rencontre en tant que modérateur et présentateur, mais je suis convaincu que à part cette présentation d'aujourd'hui, nous aurons le temps d'échanger sur nos recherches respectives. Merci infiniment à l'ASG pour cette invitation. C'est vrai qu'on a mentionné mon institution, l'Université de Johannesburg, mais Prof Takenga a aussi mentionné que je suis affilié à certaines universités au niveau du Congo. L'université de Lubumbashi, c'est l'université où j'ai été proclamé ingénieur civil. L'université de Kolwezi, l'université protestante de Lubumbashi et l'université Mapon. Pourquoi? Parce que je considère que généralement, ce n'est pas les institutions qui nous donnent de la valeur, mais c'est en général, c'est nous qui donnons de la valeur aux institutions qui nous ont formés. Alors, je vais ici parler des défis technologiques, un frein à l'essor de l'Afrique et les solutions offertes par un nouveau cadre éducatif. Je ne vais pas parler en tant qu'ingénieur, je vais simplement parler en tant que scientifique, donner mes opinions, ce sont mes opinions, mais qui peuvent être discutées parce que ça entre dans les cadres de nos attributions en tant que scientifiques. Nous pouvons donner nos opinions et nous pouvons en discuter. Alors, peut-être avant de parler de cela, je vais parler de mon institution pour essayer aussi de susciter des collaborations, parce que je suis convaincu que dans le cadre de ces présentations, nous pouvons aussi collaborer. Comme je l'ai dit, je suis affilié à l'Université de Johannesburg. L'Université de Johannesburg est en Afrique du Sud. Nous avons 9 facultés et moi, je suis dans la faculté d'ingénieur. Donc, en bref, l'université comporte 4 principaux campus que je présente ici à l'écran. Et en termes d'un aperçu global de l'université, l'université comporte à peu près 50 000 étudiants. Donc, nous avons 40 000 étudiants qui sont des étudiants du cycle inférieur et plus de 10 000 étudiants qui font le master et les doctorats. En termes de chaque année, nous produisons à peu près 12 000 étudiants qui terminent leur bachelier, leur master et leur doctorat. En termes de la démographie de l'université, donc nous avons 54% des étudiants qui sont des femmes et 46 qui sont des hommes. Au niveau des postgradués, c'est un peu plus élevé en termes de pourcentage des femmes, c'est 56% et 44% pour les hommes. Alors, en termes de la population, donc 89%, ce sont des Noirs, vous avez 5% des Blancs, et 3% des Indiens et 3% des Métis. Et nous avons une bonne population des étudiants internationaux qui représentent à peu près 4000 étudiants internationaux. En 2025, l'université vient de totaliser 20 ans exactement. Mais pour le moment, je le dis avec fierté, l'Université de Johannesburg est positionnée comme la première université au niveau de l'Afrique du Sud en termes de recherche. Ici, je donne juste un aperçu de où sont localisées les personnes avec lesquelles nous avons collaboré ces 5 dernières années. Comme vous pouvez le voir, notre pays, le Congo aussi, est situé quelque part. Donc, nous avons aussi des collaborateurs au niveau du Congo. Mais ceci, ça donne juste un aperçu des gens avec lesquels nous collaborons pour nos publications. Alors, juste dans le cadre de partage aussi, nous avons un projet très ambitieux, celui de recruter 1000 postdoctoral Research Fellows pour cette année. Si vous êtes intéressé, on peut toujours échanger après ma présentation. Vous pouvez, selon votre filière, je ne suis pas de votre filière, mais je peux vous recommander à ceux qui peuvent vous
vous accueillir au niveau de l'université. Nous sommes en train de recruter 1000 étudiants post-doc. La vision de l'université, c'est que nous voulons que nos environnements reflètent notre expertise. Donc, principalement, nous nous focalisons sur des problèmes qui concernent le continent africain. Donc, ça, c'était pour l'université. Et maintenant, je vais passer au contexte de l'Afrique aujourd'hui. Donc, ma présentation, avant que je puisse parler des défis que nous avons, je vais d'abord parler donner un peu un aperçu global de où nous sommes en tant qu'Africains. Donc ici, nous sommes à la croisée des chemins. Et j'ai dit à la croisée des chemins parce que lorsqu'on regarde le continent africain, nous avons beaucoup de ressources naturelles et nous sommes enviés aussi parce que nous avons une forte population des jeunes qui est très dynamique. Alors, cependant, malgré tous ces atouts, nous sommes en retard sur le plan technologique. Et c'est cela qui freine le développement économique et social. Alors, lorsque vous regardez à la figure à votre droite, vous pouvez voir, c'est une figure qui montre l'âge moyen de la population mondiale. Et vous pouvez voir qu'au niveau de l'Afrique, la majorité, en moyenne, nous avons moins de 20 ans. Et lorsqu'on regarde aussi au nombre, à la figure de votre droite, vous allez aussi constater que ça, ce sont les statistiques de 2017. Ils montrent que en moyenne, nous avons, surtout en Afrique centrale, nous avons 5,43 enfants. Et les projections qui sont faites, c'est que d'ici 2050, parce qu'en 2017, la population africaine était évaluée à 1 milliard 250 millions. Les projections qui sont faites évaluent notre population à 2 milliards 520 millions. Donc, la population va pratiquement doubler. Et cet aspect, je le mentionne parce que dans la suite de ma présentation, je vais essayer d'établir le lien. Quel est le problème et le grand défi qui est lié à cette augmentation de la population? Alors, nous sommes bénis, nous avons pratiquement beaucoup de ressources naturelles et c'est pratiquement sur tous les continents. Donc, vous pouvez voir, nous les Congolais, avec le cobalt, le diamant, le cuivre. Et si vous regardez l'Afrique du Nord, c'est le pétrole. Et si vous regardez vers le sud, nous avons le diamant pour l'Afrique du Sud. C'est pratiquement tous les pays africains qui sont des grands pourvoyeurs des matières premières. Alors, pourquoi est-ce que ce sujet, donc le sujet que j'ai choisi, pourquoi j'estime que ce sujet ici est important? Parce que le titre de ma présentation parle des défis technologiques et qui sont un frein à l'essor de l'Afrique. Alors, la technologie, c'est un levier clé pour le développement durable et la compétitivité. Et les pays qui sont technologiquement avancés bénéficient d'une croissance économique rapide. Et cela, je vais le montrer dans la suite de ma présentation. Alors, sans progrès technologique, l'Afrique risque de rester dépendante des exportations des matières premières. Parce que ce qui nous caractérise, nous, à ce moment, en tant qu'Africains, c'est que nous exportons de façon significative les matières premières. Alors, je vais ici illustrer pourquoi c'est un problème. Alors ici, je vais donner un exemple. L'exemple ici, si je m'appuie sur l'industrie des batteries pour les véhicules électriques, ces industries dépendent des minéraux africains, notamment le cobalt et le lithium, qu'on retrouve principalement en RDC. Mais la fabrication des produits finis, c'est-à-dire des batteries dans ce cas ici, ne se fait pas au Congo, ça se fait en Chine ou en Europe. Donc, bien que nous avons 70% du cobalt mondial qui provient de la RDC, mais seulement 1% est transformé sur place. Alors, l'objectif et la structure de ma présentation,
c'est qu'en premier lieu, donc je vais essayer d'identifier les principaux obstacles technologiques en Afrique, essayer d'analyser l'impact de ces défis sur le développement économique et puis proposer des solutions concrètes à travers un nouveau cadre éducatif et mettre en avant des exemples de pays qui ont réussi à surmonter ces défis grâce à l'innovation et l'éducation. Alors, on va commencer avec nos défis. Donc, ici, nous avons tous des défis. Donc, moi et vous. D'abord, premièrement, ça commence avec des infrastructures numériques inégalement réparties. Donc, ici, c'est une carte qui présente l'Afrique et qui montre un peu en moyenne les populations, les pourcentages des populations qui ont accès aux réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moins de 45% des Africains ont accès à Internet. Et particulièrement ici, les zones rurales sont très défavorisées. Et alors, je voudrais juste attirer votre attention sur la partie de l'Afrique centrale qui est, parce que si on doit parler par comparaison, le nord de l'Afrique est plus connecté. Donc, la partie de l'Afrique centrale, ici, les chiffres indiquent 15% simplement des Africains qui ont accès à Internet. Alors, en termes d'électricité, donc l'électricité ici, c'est le moteur du numérique. Alors, nous avons alors un autre grand défi. C'est que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Et le manque d'électrification limite l'adoption des technologies numériques. Même si on veut développer, adopter des technologies, malheureusement, nous n'avons pas accès à l'électricité. Et ici, si vous regardez à notre pays, donc la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous notez? Vous notez que plus de 50 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Ça, ce sont vraiment nos plus grands défis. Alors aussi, nous avons une très faible production locale. Donc, le constat qui est fait, c'est que l'Afrique importe 90% de ses technologies. Donc, quand on a les ordinateurs, les téléphones, équipements industriels, tout est importé. Et il y a une absence d'industriels locaux capables de transformer les matières premières en produits finis. Et l'exemple ici, donc j'ai parlé de nous, les Congolais. Donc, on est obligé d'exporter le cobalt vers la Chine pour fabriquer les batteries des véhicules électriques. Alors, nous avons aussi une industrialisation qui est très limitée. Donc, on a peu de zones industrielles technologiques. Et ici, par zone industrielle technologique, je sous-entends des organisations qui sont actuellement actives avec une adresse physique qui offre des installations et un soutien aux entrepreneurs technologiques et numériques. Certains pays africains comportent ce qu'on appelle des tech hubs. Et ici, vous pouvez voir l'Afrique du Sud, par exemple, en a 80, le Maroc en a 31. Donc, pour le moment, nous avons des zones industrielles technologiques qui ne sont pas très bien implantées dans notre pays, notamment au Congo. Alors, une autre chose, c'est qu'un de nos défis, c'est que nous investissons très peu dans l'innovation. Donc, 0,42% du PIB africain est investi en recherche et développement, en comparaison à 2,5% en Asie. Donc, il y a un manque criant des laboratoires et d'universités technologiques. Donc, quand on regarde les pays qui sont champions de la recherche et développement dans le monde, donc vous retrouvez notamment la Corée du Sud avec des indices de 4,3 où vous avez par exemple 6 856 chercheurs par million d'habitants. Donc, il y a un très grand investissement qui est fait par beaucoup de pays dans la recherche et le développement. Alors, si on regarde alors un autre indice,
c'est-à-dire en termes des recherches produites par les pays. Donc, vous pouvez voir en Afrique que les points rouges qui représentent les nombres de recherches qui sont produites, nous avons encore beaucoup à faire en termes d'innover et présenter ce que nous avons produit en termes de recherche. Alors, il y a aussi un manque criant de formations pratiques. Donc, les formations en sciences et technologies sont très limitées et 40% des écoles n'ont pas d'équipement informatique. Alors, il y a alors un autre plus grand problème, celui auquel nous sommes en train de faire face, c'est ce qu'on appelle l'exode des compétences. Donc, depuis un certain nombre d'années, beaucoup de jeunes Africains brillants sont en train d'être attirés par des pays, notamment par l'Europe et les États-Unis. Parfois, c'est avec des bourses qui sont offertes à ces jeunes étudiants, avec intention de les retenir après qu'ils aient terminé leurs études. Alors, nous nous retrouvons un peu dans une situation où les gens qui sont formés, l'investissement qui est fait pour acquérir les connaissances, toutes ces personnes sont à un certain moment de leur formation obligées de partir parce que nous ne détenons pas des industries qui peuvent leur permettre de s'épanouir. Alors ici, on a des politiques d'innovation qui sont peu développées. Et ici, quand je parle d'innovation, je parle d'innovation de façon globale. Donc, ça peut être innovation des produits, innovation des marchés, innovation des procédés de production, innovation organisationnelle et innovation d'énergie. C'est aussi parmi nos plus grands défis. Alors, un autre défi, c'est le manque de pont entre recherche et industrie. Donc, il y a une fracture nette, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les quelques industries qu'il y a, c'est-à-dire l'industrie s'occupe de la production. Ici, dans la plupart des cas, c'est simplement de collecter les minéraux pour les acheminer vers les ports. Et de notre côté, nous avons des universités qui parfois s'occupent de la recherche, mais il n'y a pas une communication entre les deux, il n'y a pas de partenariats qui existent. C'est parfois, dans la plupart des cas, une fracture nette entre la recherche et les industries. Alors ici, je vais essayer de montrer avec des chiffres des éléments pour juste essayer de nous faire réaliser l'importance de tous ces défis et la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ceci. Le premier cas, c'est le cobalt et les batteries électriques. Alors, dans les véhicules, les moteurs à combustion interne, l'élément le plus important, c'est le moteur lui-même. Donc, le moteur, c'est l'élément le plus important dans les véhicules que nous conduisons. Mais de plus en plus, nous nous tournons vers les véhicules électriques. Et dans un véhicule électrique, l'élément le plus important, c'est la batterie. Alors, lorsqu'on regarde, on prend le cas du cobalt et les batteries des véhicules électriques, on va faire une comparaison entre la RDC, c'est-à-dire entre nous, et la Chine et l'Europe. Donc, nous, en tant que Congolais, donc la République démocratique du Congo, nous produisons 70% du cobalt mondial, qui est un élément clé des batteries des véhicules électriques. Mais cependant, moins de 1% de la production des batteries se déroule en Afrique. La Chine raffine plus de 75% du cobalt mondial et domine la fabrication des batteries. Alors ici, je vais présenter sous forme de tableaux illustratifs ce qui constitue le vrai problème. Parce qu'ici, lorsque vous regardez ce tableau, on nous montre les étapes que suivent, par exemple, les matières premières ou pour que nous puissions obtenir les produits finaux. Alors ici, quand on parle de l'extraction, par exemple, du cobalt, en tant que RDC, nous recueillons des revenus qui peuvent s'élever à 10 milliards de dollars. Ici, je répète encore, ceci est donné juste à titre illustratif. Et
Mais lorsqu'on regarde des pays comme la Chine et l'Europe, ils n'ont aucun revenu en ce qui concerne l'extraction de cobalt. Mais lorsqu'on passe au raffinage, nous avons des revenus minimes et les autres pays comme la Chine, l'Union européenne et les États-Unis ont des revenus qui peuvent aller jusqu'à 20 milliards. Si on passe à la production des cellules de batterie, nous n'avons aucun revenu, mais les autres, notamment la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, peuvent avoir des revenus de 100 milliards. Si on passe à la fabrication des véhicules électriques, les autres peuvent recueillir jusqu'à 500 milliards. Si maintenant on parle des marques, mais faire la promotion des marques des véhicules, les revenus qui sont obtenus par les autres peuvent aller jusqu'à 1 billion dollars. Ici, ça illustre un peu le problème auquel nous sommes en train de faire face. Si nous continuons à avoir une économie qui est basée sur les matières premières, voici ce que nous allons avoir comme revenu, mais voici ce que ceux-là qui achètent nos matières premières ont comme revenu. Alors, l'Afrique ne perçoit qu'une petite fraction de la valeur du marché des véhicules électriques malgré son rôle de principal fournisseur de cobalt. La Chine et l'Europe génèrent des bénéfices massifs en dominant le raffinage et la fabrication. Alors ici, c'est juste un tableau qui montre comment sont répartis les revenus quand on veut, par exemple, produire un véhicule Tesla. En termes d'extraction des matières premières, nous, en tant que RDC, nous ne pouvons que, notre contribution n'est que de 5%. Et ici, je ne veux pas me répéter, mais vous pouvez voir comment les autres pays qui sont impliqués dans la fabrication des véhicules électriques reçoivent beaucoup plus de revenus de la vente d'un seul véhicule. Alors, je vais poursuivre. On peut parler d'un deuxième cas, le cas du Nigeria. Le Nigeria, c'est l'un des plus grands producteurs de pétrole brut en Afrique. Mais il importe plus de 90% des produits pétroliers raffinés. Donc, l'Europe et les États-Unis transforment le pétrole brut en essence, carburant pour avions et produits pétrochimiques, maximisant ainsi les produits. Voici, par exemple, les revenus du Nigeria, 50 milliards, de par leur production du pétrole brut. Le raffinage, la production pétrochimique et la fabrication du plastique font que les États-Unis et l'Europe peuvent ici récolter 200, 400 et 600 milliards de dollars respectivement. Donc ici, la tendance est la même. Le Nigeria gagne moins de 20% des revenus potentiels de son industrie pétrolière. Alors, les pays qui disposent de raffineries avancées et d'industries pétrochimiques dominent le secteur à plus forte valeur ajoutée. Alors, on peut aller à un troisième cas, c'est le cas de l'or et des bijoux. Donc, on va prendre le cas du Ghana. Le Ghana, c'est l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, mais la majorité de l'or est exportée sous forme brute. La Suisse affine l'or et les lingots et l'Inde fabrique des bijoux qui vont alors capturer la majorité des produits. Donc ici, si le Ghana, de par son extraction, peut ici générer 50 000 dollars par tonne, de par le raffinage, la fabrication des bijoux et la fabrication des marques de luxe, voici ce que vont être les revenus d'autres pays. Je crois qu'à ce stade ici, la majorité d'entre nous, jeunes Africains, notre premier réflexe, c'est de dire qu'on est en train de piller nos richesses. Mais la vérité ici, c'est que la majorité de tous ces pays qui prennent nos ressources naturelles ne nous pillent pas. Ils achètent nos minéraux, nos matières premières. Et peut-être la chose qu'on ne nous dit pas, c'est que la contribution de ces matières premières dans les produits finis est simplement infime. Donc, si vous prenez un téléphone portable, c'est vrai que parfois nous parlons du coltan pour dire que nous avons le coltan. La vérité, c'est que le coltan ne contribue que 3% dans la valeur du téléphone.
C'est parce que les autres ont compris que l'économie d'aujourd'hui, ce n'est plus une économie des matières premières, c'est une économie qui est basée sur les industries et les connaissances. Et c'est la chose que nous avons négligée. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons dans cette situation. Alors, si ici, en conclusion, donc je peux dire la Suisse affine 60% de l'or mondial, mais produit peu d'or brut, le Ghana perd environ 80 à 90% de la valeur totale. Donc ici, on se rend très rapidement compte que ceux qui achètent les minéraux, parce qu'ils ont des industries de transformation, ils sont en mesure de pouvoir avoir plus de revenus que nous qui les vendons. Alors ici, quel est l'impact des obstacles technologiques sur le développement? Donc, je vais passer en revue certains impacts du fait que nous n'ayons pas suffisamment développé des technologies pour transformer nos matières premières. Quel est l'impact sur notre croissance économique? Ici, c'est une figure qui illustre simplement la croissance du PIB comme axe des Y et l'indice d'adoption technologique. Donc, on peut voir, plus votre indice d'adoption technologique est faible, comme nous, la RDC, plus vous pouvez voir notre croissance du PIB est très faible également. Et les pays qui ont une très forte croissance du PIB, ce sont généralement les pays qui ont un indice d'adoption technologique aussi très élevé. Donc, il y a une relation entre les deux. Donc, les pays avec un indice technologique plus élevé, comme les États-Unis et l'Allemagne, présentent une croissance du PIB très importante. Les pays africains tels que la RDC et le Nigeria montrent un faible indice technologique correspondant à une croissance économique relativement plus basse. Donc, on peut aussi établir une relation en termes du taux de chômage. Donc, il y a une relation entre l'indice de développement technologique et le taux de chômage. Donc, ici, vous pouvez voir, avec un indice de développement technologique qui est très faible, le taux de chômage est très élevé. Donc, et avec un indice de développement élevé, le taux de chômage est relativement bas. Donc ici, la même tendance, donc globalement, les pays avec un indice de développement technologique élevé tendent à avoir un taux de chômage des jeunes plus faible. Donc, quel est l'impact du développement technologique? Généralement, c'est la création des emplois. Donc, nous avons les avancées technologiques qui vont stimuler la création de nouveaux secteurs et d'activités et d'emplois qualifiés. Attractivité pour les jeunes, les industries technologiques attirent particulièrement la population jeune, souvent plus formée aux nouvelles technologies. Donc ici, je ne vais pas m'attarder sur les exceptions parce qu'il y a généralement des exceptions, parce qu'il y a aussi certains facteurs dont il faudra tenir compte, mais je ne vais pas m'attarder dessus, je l'ai simplement mentionné. Alors, les pays qui dépendent fortement des matières premières, comme nous, la RDC, donc ici, l'axe des Y représente la dépendance aux matières premières. Les pays qui dépendent fortement des matières premières ont un indice de développement technologique aussi qui est très faible. Mais il y a une explication à cela. C'est pourquoi? C'est parce que les pays avec un développement technologique élevé tendent à avoir une dépendance beaucoup plus faible aux matières premières. Pourquoi? Parce qu'elles génèrent de la valeur ajoutée à travers la fabrication, l'innovation et les services. Donc, les autres ne dépendent pas des matières premières parce qu'ils s'appuient sur leurs connaissances qui leur ont permis de développer des industries qui sont capables de transformer ces matières premières. Alors, quel est l'impact du développement technologique? Donc, les économies avancées diversifient leurs revenus grâce à des industries manufacturières et des technologies robustes. Les pays riches en matières premières, mais à faible développement technologique, nous restons coincés dans un modèle d'exportation brute. Alors, lorsqu'on regarde un autre impact du fait que nous n'avons pas développé des technologies, c'est notamment si on considère l'agriculture et la santé.
Pour notre cas, comme la RDC, ces deux secteurs sont sous-digitalisés. Donc ici, si on regarde la RDC, c'est pratiquement l'adoption digitale dans l'agriculture est de 5%. C'est-à-dire qu'on n'utilise pratiquement pas d'outils numériques dans le domaine de l'agriculture. Donc, on n'adopte pas l'agriculture de précision, par exemple. Les résultats, c'est quoi? C'est que nous avons une faible productivité. Si nous nous comparons à d'autres pays comme les USA qui ont 85% d'adoption digitale dans l'agriculture, où l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et des analyses prédictives sont effectuées, le rendement en termes de productivité est très élevé. Alors, on peut prendre un autre secteur, c'est celui de l'agriculture. La même tendance, c'est que pour nous, dans le domaine de la santé, je voudrais dire, dans les cadres de la santé, pour la RDC, nous avons 10% en termes de pénétration digitale dans le système de santé. Mais c'est-à-dire que pour nous, les services de télémédecine sont très limités et les dossiers numériques sont peu utilisés. Et c'est là, ça a un impact direct sur l'accessibilité au domaine de santé dans notre pays. Et si nous nous comparons à d'autres pays comme la France, où ils ont des stratégies nationales d'e-santé largement mises en œuvre, vous avez une couverture nationale qui est beaucoup plus élevée. Alors, ici, je vais passer à l'étape où un autre impact, c'est l'impact de la faible progression vers les ODD. Donc, ODD ici, c'est pour dire objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable technologiques mettent l'accent sur l'innovation, les infrastructures et la transformation numérique pour promouvoir les développements durables. Alors, une progression insuffisante dans les réalisations des ODD freine la croissance socio-économique, notamment dans les pays comme la RDC, l'Afrique du Sud et le Nigeria, par rapport à des nations comme les États-Unis, l'Allemagne et la France. Donc ici, c'est juste des illustrations pour montrer par exemple l'ODD 9, qui est relatif à l'innovation et l'infrastructure. Donc si nous nous regardons, nous, la RDC, notre indice d'infrastructure numérique est évalué à 20. Donc ici, quand on regarde notre rang mondial d'innovation, nous sommes carrément non classés en termes d'innovation et d'infrastructure. Mais si nous nous comparons à d'autres pays qui ont des indices d'infrastructure numérique qui sont très élevés, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'innovation et d'infrastructure très élevé, vous pouvez voir qu'en termes de rang mondial d'innovation, ils sont très haut placés. Alors, si on parle de l'ODD 17, donc des partenariats et d'accès technologique, donc si nous regardons, nous, la RDC, donc nous avons un indice de 10, qui est un indice très faible. Ça signifie qu'en termes de transfert technologique, beaucoup d'organisations qui produisent des technologies vont être peu attirées par des pays comme les nôtres. Mais si nous nous comparons à des pays comme l'Allemagne, qui ont des indices de 80%, ils ont des indices de préparation au transfert des technologies qui sont très élevés, ce qui fait que beaucoup d'organisations qui développent les technologies vont être attirées par ces genres de pays. On peut aussi parler des les derniers cas, je crois, c'est les technologies dans l'éducation. Nous avons dans nos écoles peu d'accès à Internet et on adopte très peu les e-learning. Et c'est comme ça qu'en conséquence, nous avons par exemple les diplômés dans le domaine des sciences, technologies, engineering et mathématiques. Nous en avons 3 par 10 000 habitants, ce qui n'est pas comparable à d'autres pays. Alors, quelles sont les solutions? Ici, je vais donc passer à la dernière partie de ma présentation pour essayer de voir quelles sont les solutions qu'on peut adopter. Donc, ici, il faut qu'on puisse promouvoir les STEM, c'est-à-dire que sciences, technologies, engineering et mathématiques, dans l'apprentissage des étudiants. Il faut aussi qu'on puisse développer la pensée critique, donc la résolution des problèmes et la compétence numérique dès le plus jeune âge.
Donc, exemple de succès, par exemple, pour certains environnements, nous avons des écoles qui utilisent des programmes de robotique et d'apprentissage par projet. Une des choses qui, pour notre pays, constitue un très grand problème, c'est que notre système d'éducation s'appuie fortement sur la mémoire. Si vous avez une très forte mémoire dans notre système d'enseignement, on peut vous caractériser comme étant intelligent, simplement parce que vous avez la capacité de retenir et reproduire fidèlement. Mais une des choses que nous avons observées, nous en tant que Congolais, par exemple dans des pays anglophones, c'est cet accent qui est mis sur les projets. Déjà, dès l'école primaire, les étudiants ou les élèves ont déjà des projets sur lesquels ils travaillent. Donc, on entretient cela jusqu'au niveau universitaire. Si je prends mon exemple, moi, je suis ingénieur civil formé à l'université de Lubumbashi. Nous n'avons pas de cours de conception mécanique. Nous n'avions pas de cours de conception mécanique, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est-à-dire qu'on n'encourage pas la création, on n'encourage pas que quelqu'un aille au-delà de ce qu'on lui a donné comme information. Mais je crois que cela a été résolu parce que dans les promotions récentes, ce cours a été introduit. Alors ici, une autre et des autres initiatives concrètes qu'on peut considérer, c'est la fourniture des kits STEM, c'est-à-dire de robotique et de programmation simple. Il faut aussi qu'on puisse former des enseignants aux approches interactives et technologiques, intégrer des plateformes en ligne adaptées aux besoins locaux, parce qu'il y en a de nos jours beaucoup. On peut aussi créer des espaces d'innovation pour les jeunes talents. Donc, on peut fournir un accès à des outils technologiques et à des mentors. Et encourager des startups locales dans les domaines technologiques et accélérer le développement des solutions innovantes pour des problèmes locaux. Ici, je mets un accent sur les problèmes locaux. Donc, en termes d'autres stratégies qui peuvent être adoptées, c'est les partenariats avec des géants technologiques, parce que Google et Microsoft, par exemple, ont mis en place des plateformes qui peuvent permettre à des jeunes ou bien à des institutions de pouvoir acquérir un certain nombre d'informations. Donc, je ne vais pas les décrire ici, je parle juste des formations en ligne qui sont disponibles. Il existe des plateformes en ligne qui peuvent permettre à ce qu'on puisse acquérir un certain nombre d'informations. Par exemple, je parle de l'initiative Grow with Google. Dans ma présentation ici, j'ai même inséré des liens qui décrivent chacune de ces initiatives, c'est-à-dire que vous avez des plateformes où on vous fournit un certain nombre d'informations pour vous permettre de développer vos compétences dans certains domaines. Donc, un autre aspect, donc j'ai déjà parlé des formations en ligne. Donc, comme je l'ai dit, donc, ma présentation ici, ça ne me cause aucun problème. Je peux la partager à qui le veut. Je ne peux peut-être pas cliquer sur les liens pour pouvoir vous montrer le contenu de chaque lien, mais vous pouvez voir juste en positionnant mon curseur, il y a un lien qui vous permet alors d'accéder, par exemple, si je prends le cas de l'incubateur des startups, donc Microsoft for Startup Fund App, c'est une plateforme. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est une plateforme en libre service qui fournit aux startups africains une large palette de ressources, notamment des formations spécifiques et des outils tels que Microsoft Azure et GitHub. Donc, vous avez des plateformes qui existent, qui vous permettent de vous parfaire et d'acquérir un certain nombre de compétences. Alors, ici, il y a aussi, donc j'ai déjà parlé des formations en ligne. Il existe des plateformes, certaines sont payantes, où vous devez payer, mais il y a d'autres qui offrent une éducation accessible et flexible. C'est un peu pour encourager l'idée selon laquelle aujourd'hui, il faut s'accaparer de nos formations professionnelles et techniques pour acquérir une certaine expertise. Mais il y a certaines plateformes qui offrent des cours, certaines sont payantes, comme Coursera,
où vous pouvez accéder à des cours dans n'importe quel domaine. Et cela peut constituer des ressources pour nos environnements, pour nos universités, pour parfaire la formation des étudiants. Ici, j'ai inclus aussi les femmes et les jeunes filles dans la technologie. Donc, il faut qu'on puisse encourager, augmenter la représentation des femmes dans les STEM et aussi encourager des programmes spécifiques pour réduire les disparités d'accès. Il existe des initiatives au niveau de l'Afrique, par exemple l'initiative She Code Africa. C'est une initiative de formation en programmation qui ici se focalise simplement sur les femmes dans le domaine des technologies. Alors, il y a des modèles. Ici, j'ai choisi quelques modèles. Nous ne sommes pas les premiers à faire face à ce type de défis. L'Asie, en particulier la Chine, l'Inde et la Corée du Sud et Singapour, a démontré comment un investissement stratégique dans l'éducation, les infrastructures et les politiques industrielles peuvent transformer des économies émergentes en puissance économique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu d'autres pays qui ont été dans la même position que nous, mais qui ont adopté un certain nombre de stratégies pour s'en sortir. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une économie basée sur les matières premières parce que nous pouvons remplacer autant de présidents que nous voulons. Les grands problèmes auxquels nous faisons face, c'est que nos populations vont exploser dans quelques années. Si nous nous appuyons sur une économie qui est basée sur les matières premières, nous n'aurons personne, même les dirigeants le moins corrompus, ne sera pas en mesure de pouvoir aux besoins des populations. Pourquoi? Parce que les matières premières ne peuvent pas être utiles pour couvrir les besoins des pays peuplés. On peut s'appuyer sur une économie basée sur les matières premières simplement lorsque nous avons des pays peu peuplés. Dans notre cas, nous avons des pays peu peuplés, nous devons développer des technologies pour nous en sortir. Alors ici, je vais passer en revue les stratégies qui ont été utilisées par les autres. Donc les Chinois, qu'est-ce que les Chinois, eux, ont fait? Comme stratégie qu'ils ont mis en place, ils ont créé ce qu'ils appellent des zones économiques spéciales. Et c'est quoi les zones économiques spéciales comme Shenzhen? Ce sont des zones qui offrent des incitations fiscales, des infrastructures avancées et un accès facile aux marchés internationaux. C'est-à-dire qu'ils ont juste créé des zones économiques et ces zones ont pu attirer des investisseurs étrangers massifs et transformer la Chine en un hub industriel mondial. Deuxième stratégie qu'a adopté la Chine, c'est le transfert technologique. Donc, la Chine a exigé à des entreprises étrangères qu'elles forment des partenariats avec des entreprises locales pour accéder à son marché. Donc, cela a favorisé un transfert massif de connaissances et d'expertise vers les entreprises chinoises. Une autre stratégie qu'a utilisée la Chine, c'est l'investissement dans les infrastructures pour attirer l'investissement. Parce que beaucoup d'investisseurs sont très favorables à pouvoir produire dans les pays proches des consommateurs. Mais pour le moment, la difficulté que beaucoup peuvent avoir, c'est que les infrastructures ne sont pas disponibles. Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans les infrastructures, notamment les réseaux ferroviaires, les ports maritimes, les centrales électriques ont été construites pour soutenir le commerce et l'industrie. Donc, ils ont aussi accordé une forte priorité à l'éducation et à la recherche et au développement. Donc, les dépenses en recherche et développement ont dépassé 2% des PIB avec un accent sur les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, la leçon qu'on peut tirer des Chinois, donc il faut qu'on crée aussi des zones industrielles en Afrique en offrant des avantages fiscaux et des infrastructures de pointe pour attirer les investisseurs. C'est le cas, c'est ce qu'a fait le Kenya avec ce qu'ils appellent le Silicon Savannah.
On doit aussi négocier un transfert technologique, c'est-à-dire exiger que des entreprises étrangères investissant dans l'extraction ou la production en Afrique s'associent à des entreprises locales pour un partage de compétences. On prend le deuxième cas des pays qui ont réussi, c'est l'informatique comme levier économique en Inde. Quelle stratégie les Indiens ont utilisée? Ils ont utilisé ce que j'appelle l'éducation technologique de masse. C'est-à-dire l'Inde a investi massivement dans des instituts comme Indian Institute of Technology, qui produisent chaque année des milliers d'ingénieurs de haute qualité. Alors, ils ont utilisé la stratégie des sous-traitances informatiques, c'est-à-dire que l'Inde a exploité sa main-d'œuvre qualifiée et à faible coût pour devenir un leader mondial de l'externalisation des services informatiques. C'est-à-dire qu'ils ils ont d'abord formé des ingénieurs de haute qualité et puis ils ont commencé à fournir des services à faible coût pour casser le marché mondial et se positionner comme étant indispensable dans ces secteurs. Les Startup Friendly Policies, des initiatives comme Startup India ont encouragé l'entrepreneuriat grâce à des subventions, des simplifications administratives et des incitations fiscales. Donc, qu'est-ce que nous, on peut tirer comme leçon? Donc, il faut aussi qu'on puisse créer des pôles éducatifs et technologiques. C'est-à-dire qu'on doit lancer des institutions panafricaines d'excellence dédiées aux sciences et technologies. Il faut qu'on puisse se positionner aussi sur l'externalisation, donc former des talents locaux pour répondre à la demande mondiale en services informatiques, par exemple, et mettre en œuvre des politiques favorables aux jeunes entreprises technologiques en Afrique. Donc, le dernier cas, c'est le cas de la Corée du Sud. Quelle stratégie, eux, ils ont utilisée? Ils ont créé ce qu'on appelle les chaebol, comme Samsung et Hyundai, qui ont bénéficié d'un soutien actif du gouvernement pour innover et conquérir les marchés mondiaux. Donc, en termes d'investissement dans la recherche et développement, l'Inde a investi jusqu'à 4% du PIB dans la recherche et développement. Donc, ils ont aussi mis en avant des secteurs stratégiques tels que l'électronique, l'automobile et les semi-conducteurs. Donc, comme leçon que nous pouvons tirer, il faut que nous encourageons aussi des champions nationaux et soutenir des entreprises locales prometteuses dans les secteurs stratégiques. Donc, on peut cibler des secteurs spécifiques, par exemple pour nous les Africains, on peut cibler l'agro-industrie, les énergies renouvelables et la technologie. Il faut qu'on puisse atteindre au moins 1% du PIB pour essayer de stimuler l'innovation. Donc ici, je donne maintenant en résumé quelles sont les recommandations pour adapter les modèles asiatiques à l'Afrique. Donc, première recommandation, il faut qu'on puisse créer des zones économiques spéciales, donc c'est-à-dire que créer des zones industrielles avec des incitations fiscales, un accès aux infrastructures et une réglementation simplifiée. Par exemple, les zones économiques spéciales inspirées des Shenzhen avec des clusters industriels dans des hubs technologiques africains. Il faut aussi qu'on puisse essayer d'investir dans l'éducation et compétences, donc développer des centres d'excellence éducative axés sur les STEM, former des talents pour répondre à la demande mondiale dans les secteurs des IT, de l'engineering et de la fabrication. Il faut qu'on puisse aussi développer des infrastructures de pointe pour essayer d'attirer les investisseurs, notamment des ports, des routes, des chemins de fer et des réseaux électriques pour soutenir l'industrie et le commerce. Il faut aussi qu'on puisse viser le transfert technologique, c'est-à-dire qu'il faut négocier des contrats obligeant des entreprises étrangères à investir dans la formation et l'emploi local. Il faut qu'on puisse aussi encourager l'entrepreneuriat, donc mettre en place des fonds pour les startups, fournir un accès au financement et simplifier les procédures d'enregistrement des entreprises. Et favoriser des entreprises stratégiques. Donc, il faut qu'on puisse se concentrer, par exemple pour nous les Congolais, sur des secteurs clés comme les batteries pour les véhicules électriques, l'agro-industrie et les énergies renouvelables. Donc, les modèles asiatiques, donc en résumé, ça offre un enseignement précieux sur la manière dont
une région peut se transformer grâce à des politiques éducatives, des investissements dans les infrastructures et un ciblage stratégique des industries. Donc, en adaptant ces stratégies, l'Afrique peut non seulement gravir la chaîne des valeurs, mais aussi devenir un acteur mondial dans les secteurs clés. Donc, ma conclusion, avec des phrases courtes, c'est de dire la technologie peut stimuler la croissance de l'Afrique. Donc, investir dans les infrastructures, l'énergie et l'accès au numérique est essentiel pour le progrès. Donc, l'éducation peut alimenter l'innovation. Donc, renforcer les STEM et la collaboration avec l'industrie permettra de former des leaders de demain. Alors, les modèles mondiaux offrent des perspectives. Donc, on a des leçons qu'on peut tirer de la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Et la collaboration ici est essentielle. Donc, les gouvernements, le monde scientifique et l'industrie doivent s'unir pour un développement durable. Alors ici, je termine avec juste deux pensées des deux grands Africains. Le premier, c'est Nelson Mandela, qui dit que l'éducation, c'est une arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Alors, la deuxième personne, c'est Kwame Nkrumah, qui dit que l'indépendance du Ghana n'a pas de sens n'a de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Alors, je dis merci ici à l'Académie des sciences des jeunes. C'est une fierté pour moi aussi d'être affilié avec l'Académie, mais c'est aussi un honneur pour moi de pouvoir faire cette présentation dans le cadre de partage. Si vous avez une question, donc j'ai mis juste mes emails. C'est toujours important aussi pour garder contact, pour essayer d'échanger dans l'avenir. Vous pouvez utiliser l'un de mes emails. Je précise que mon premier nom, c'est la gauche. Donc, la première lettre de mon email que vous voyez ici, c'est un L. L, c'est la première lettre de mon prénom. C'est la gauche. Donc, c'est ltartibou@UJ. Merci beaucoup. Prof Takenga, la parole est à vous. OK. Merci beaucoup, professeur Tartibou, pour cet exposé brillant. Ouais, nous allons, l'exposé s'est prolongé un peu plus longtemps, bien sûr. Comment on pouvait résister à la richesse, ouais, des idées partagées par cet exposé. Euh, donc, sans tarder, s'il faut juste dire un mot, on va dire que cette présentation a mis en lumière les principaux obstacles euh, technologiques au développement de l'Afrique. Donc, il y a notamment le manque d'infrastructures, l'accès limité à l'électricité et Internet. Aussi, il y a la faible capacité d'industrialisation. Donc, elle plaide en faveur des changements de paradigme qui doit être fondé sur l'éducation, l'innovation et le développement des infrastructures. Ouais, en s'inspirant bien sûr des modèles qui ont réussi, tels que ceux de la Chine, l'Inde et Corée du Sud. Donc l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer les partenariats et d'investir aussi dans les disciplines STEAM, donc sciences, technology, engineering et mathématiques. Et aussi de favoriser l'émergence d'écosystèmes locaux d'innovation pour bâtir une croissance durable et inclusive. Maintenant, nous allons à présent ouvrir la session de questions. Comme nous voyons là, il est 20h08. Bien sûr qu'on a commencé avec un léger retard, donc nous sommes 20h. Comme on a dit, on a fait 1 heure. On a commencé avec 8 minutes environ de retard. Donc, nous ouvrons la session des questions. Celui qui a une question, vous activez le microphone et vous pouvez poser la question. Le temps que vous ouvrez vos microphones pour poser la question, peut-être je peux déjà poser la première question. Ici, vous avez mentionné, par exemple, l'importance de s'inspirer des modèles de pays comme la Chine, l'Inde ou Corée du Sud. Je vois aussi pour la RDC, par exemple, ils ont pris ces modèles parce que je vois, nous avons aussi des des zones économiques spéciales qui sont là, Maluku, il y a Moussienene, il y a d'autres zones
que le ministre, je crois, Julien Paluku avait instauré et qui sont en train de fonctionner. Il y a aussi, ils se sont inspirés, deuxième recommandation que vous avez donnée, transfert de technologie. Ils s'arrangent aussi à inviter des grandes entreprises comme Huawei et tout ça à venir pour travailler sur ce point-là. Je crois qu'ils sont en train de partir dans cet angle-là. Maintenant, ma question était de savoir, comment vous évaluez ça? Est-ce que ça produit chez nous quelque chose? Ou bien quelles sont les adaptations concrètes qui seraient nécessaires pour que ce modèle vraiment fonctionne chez nous? Ou bien nous sommes dans la bonne voie, c'est bon, on peut continuer comme ça. Ou bien quelles sont les recommandations que vous donnez à notre gouvernement ou bien à notre ministère d'Industrie? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ou bien ça va, il faut juste donner le temps au temps. C'est ça ma question. En attendant, vous pouvez peut-être répondre en attendant que les autres aussi. Il y a d'autres, vous pouvez écrire aussi la question dans le chat directement ou bien vous ouvrez le microphone et vous posez la question directement. OK. Donc, merci beaucoup, prof. Merci pour la question. Je crois que c'est une question qui est valide. En toute honnêteté, parfois, il n'y a pas de réponse parce qu'à cause de la complexité de notre situation, parfois on ne peut pas dire que ce qui est dit, comme je l'ai dit ici, pour faire des suggestions, est applicable dans notre cas. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent être mis, dont on doit tenir compte. Mais ce qui me réjouit, et je suis content de ce que vous dites, parce que moi, personnellement, je n'étais pas au courant de ces initiatives. Si ces initiatives sont prises, je pense qu'il faut simplement faire confiance à un processus. Si le processus peut être entamé, on peut toujours le corriger avec les années. Oui, parce qu'il y a beaucoup de théories des fois qu'on peut émettre, mais qui nécessitent des ajustements lorsqu'on doit tenir compte de certains contextes. Je pense qu'à ce stade ici, c'est encourageant. On peut simplement dire que adapter les modèles existants, oui, on peut commencer avec les idées des autres et avec le temps, on peut toujours commencer à les améliorer pour essayer de mieux les adapter à nos réalités. Je crois que c'est ce que je peux répondre à ce que vous avez dit. OK, merci. Je vois docteur Hervé, le prof Hervé Likouya qui voulait poser une question. Vous pouvez poser. Ou bien, prenons d'abord, comme tout le monde est encore connecté avant que les autres ne se déconnectent, si tout le monde peut activer sa caméra pour qu'une photo de la séance soit prise avant de continuer aux questions. Comme ça, celui qui pourra nous quitter, il pourra nous quitter. On continue avec la série de questions. Donc, activez vos caméras pour juste la photo. Comme ça, nous allons continuer avec... C'est fait. Euh, Là, j'ai demandé au prof Tania, c'est déjà fait ou bien que je le fasse? Il faut le faire. Ah, il faut que je le fasse, hein? Yeah. OK. OK. Voilà, nous allons donner maintenant la parole. Il y avait le prof Hervé qui avait une question. Donc, activez le microphone, vous pouvez poser votre question. En tout cas, merci beaucoup pour la question du prof Lagouche. Je crois qu'il a été vraiment excellent dans sa présentation. Et c'est ce genre de communication qu'on veut attendre à ce pays parce il y a déjà de la compétence, il y a des ressources, on a tout. Et puis le monde est ouvert, on voit ce qui se passe ailleurs. Mais il y a toujours un cercle vicieux où nous n'arrivons pas à avancer, à faire les pas vers l'avant. Alors, je voulais poser encore la question, je sais qu'il est certainement multi-expert dans cette question économique aussi, bien qu'il est tout à fait ingénieur en première ligne. Qu'est-ce qu'il peut formuler vraiment des lignes concrètes? Je ne veux pas qu'on nous dise des grands formats ou des formulations qui sont globalistes ou disons qui généralisent de tout, mais
exemple concret, ce qu'on peut faire pour démarrer, ne fût-ce que notre économie sur le plan agro-industriel et même des technologies comme il a voulu anticiper. Je sais qu'il a cité les usines de bactéries, mais comment en fait, en réalité, on va démarrer tout ça? C'est ça en fait la question. On est surtout, on a trop comme déjà formulation, suggestion, mais parfois on manque d'exemples simples, pratiques qu'on peut déjà appliquer. Merci beaucoup. Je crois que c'est une question qui ressemble presque à la première, mais je voulais juste avoir une idée presque pratique. Merci. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Comme ça, on va répondre même à deux questions. Ou bien vous pouvez d'abord répondre à cette question en attendant que l'autre se prépare. Vous êtes muté, prof Tartibou. Donc, voilà. Et activez votre microphone. OK. Non, non, mon micro a été coupé. Ouais. Oui, j'ai dit que le docteur Lekouya a eu raison de dire que la question était similaire à celle qui avait été posée précédemment en termes de solutions pratiques. Je crois que c'est tout à fait logique euh, de pouvoir poser ces genres de questions parce que euh, au point où on est, la réalité, c'est que quand il y a des problèmes, quand il y a des problèmes, allô, Oui, allô? est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh, OK. C'est comme si j'ai un moment, j'ai eu une impression. OK. Quand il y a des problèmes, la réalité parfois, c'est que on se dit, bon, il faut qu'on puisse chercher quelle est réellement la source de tous nos problèmes ici que nous avons. Mais ici, il faut comprendre que dans certains cas, les problèmes auxquels nous sommes en train de faire face, ce sont des problèmes qui sont un peu complexes. Ici, je m'explique en disant, parce qu'avec ce que j'ai dit sur la source de nos problèmes, ou la source de nos problèmes qui est liée à ce que un accent est mis sur les matières premières. Je sais que pour beaucoup de gens, on saute généralement aux raisons selon lesquelles, par exemple, nos dirigeants sont corrompus, ou bien les Occidentaux pillent nos richesses. Pourquoi? Parce qu'il y a ce désir pour nous de trouver un coupable et de pouvoir donner une solution simpliste à un problème qui est vraiment très complexe. À ce stade ici, parfois, il faut simplement accepter que quand quelque chose est très complexe, parfois les solutions ne sont pas aussi simples comme on le veut. Je sais que le docteur Lecouille avait une solution pratique. Peut-être que pour le moment, nous sommes sur la bonne voie avec la formation des cadres de haut niveau. Il faut que, si je dois parler d'une solution pratique, nous sommes dans un processus où de plus en plus nous allons avoir des gens qui ont des maîtrises et des doctorats. C'est une solution pratique pour le moment. Parce que nous n'allons pas ici être en mesure de développer des technologies, même si j'en ai parlé, si nous n'avons pas des gens qui sont bien formés. Donc, pour le moment, nous sommes dans un processus. C'est vrai que le problème est très complexe. Il n'y a pas moyen de donner des solutions aussi simplistes à un problème, à des problèmes qui sont très complexes. On peut simplement se dire que le processus dans lequel nous sommes engagés, aujourd'hui, il faut que nous puissions tous avoir le même fardeau, celui de savoir que si nous avons reçu des formations élevées, si nous avons une certaine expertise, ça nous met en position d'avoir des responsabilités dans tous les secteurs où nous sommes en train d'évoluer. Donc ici, même les gens qui viendront vers nous pour nous proposer des solutions ou bien de l'assistance, pour le fait de trouver des gens qui soient déjà bien formés,
c'est déjà un pas dans la bonne direction. Donc, je crois que je peux m'arrêter là-bas par rapport à la préoccupation du docteur OK. Je Lécuyer. crois que nous allons prendre une ou deux questions pour conclure à cause du temps. Et comme il fait déjà 20 minutes. Maintenant, il y a la question dans le chat d'où viendra la question de Jean-Pierre Moufoussama. Il dit d'où viendra le financement de toutes ces transformations technologiques. Il dit, est-ce que le Moyen-Orient est aussi un bon exemple pour l'Afrique? Ça, c'est la question de Jean-Pierre Moufoussama. Alors, c'est une bonne question. Je vais commencer avec la première. D'où viendra les financements? Il faudra comprendre que c'est vrai que nous pouvons croire que nous sommes en position de faiblesse parce que nous n'avons que des matières premières. Mais il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, pour faire des véhicules électriques, on a besoin de nous à cause du cobalt et aussi à cause du lithium. Alors, il faut simplement savoir comment négocier ou comment aussi manœuvrer stratégiquement pour avoir une plus grande part du gâteau. Parce que ici, nous sommes en position où le monde se dirige dans une certaine direction. L'adoption des véhicules électriques, par exemple en Europe, est prévue d'ici 2035. Donc, pour qu'on adopte les véhicules électriques, il faut qu'on puisse utiliser le cobalt ou le lithium qui viendra du Congo. Donc, c'est comme ça que je dis qu'en termes de financement, tout dépend des stratégies. Il faut savoir manœuvrer. On est au courant que les revenus de nos matières premières ne peuvent pas subvenir, par exemple, aux besoins de nos populations. Et lorsqu'on est conscient que ces matières premières sont utilisées et transformées pour résoudre des problèmes d'un plus grand nombre, nous pouvons manœuvrer stratégiquement pour obtenir une plus grande part du gâteau. En termes de Moyen-Orient, je peux dire le Moyen-Orient, en termes d'exemple, c'est peut-être, je vais utiliser quelque chose qui est controversial. Le Moyen-Orient, ce sont des gens qui sont émancipés sur le plan de l'esprit. C'est-à-dire que c'est des gens qui estiment qu'ils ont de la valeur même sans consulter les pays occidentaux. Donc, ils ont généralement cette valeur, ils ont une estime de soi qui est très, très élevée. Je pense que je peux m'appuyer simplement sur cela pour dire qu'une des choses aussi qui constitue notre faiblesse, c'est le fait que nous ne voyons pas nos propres valeurs et nous estimons que les autres sont généralement mieux que nous. Donc, je vais m'arrêter là-bas par rapport à cette question-là. OK. La dernière question peut-être, c'est la question de Patty Lokole. Il demande quelle devrait être la priorité entre la formation universitaire en STEM et puis renforcement des capacités de la main-d'œuvre des techniciens et l'investissement dans l'industrie transformatrice. Attendez, je vais encore relire. Quelle devrait être la priorité entre la formation universitaire en STEAM, renforcement des capacités de la main-d'œuvre, donc techniciens, et investissement dans les industries transformatrices? Donc, il y a trois choses. Quelle devrait être la priorité entre la formation universitaire en STEAM, il y a le renforcement des capacités, donc main-d'œuvre technicien, et puis investissement dans les industries transformatrices. Ok, je crois que cette question est posée par quelqu'un qui peut être ingénieur, à moins que je me trompe. Je vais ici répondre comme un ingénieur alors. Euh, c'est vrai que pour le moment, un des problèmes auxquels nous faisons face dans nos pays, c'est de croire que plus on a étudié, plus on devrait être reconnu dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'un ingénieur civil, par exemple, va estimer qu'il est largement supérieur à un technicien. Donc, un ingénieur civil va estimer qu'il est largement supérieur à un ingénieur industriel. Euh, c'est une, c'est une approche qui est très erronée. Ok, je vois qu'il dit qu'il est C'est pharmacien, un pharmacien, mais voilà. oui, je peux imaginer que c'est la même logique aussi même dans le domaine médical. C'est-à-dire que parfois, nous nous retrouvons dans les positions où
nous estimons que quand quelqu'un a un certain statut, il est beaucoup plus important que les autres. Mais cela est totalement erroné parce que chaque formation a un but spécifique. Par exemple, si je prends la formation d'ingénieur civil ou bien si je prends la formation des chercheurs, normalement, à ce stade-là, tout ce que vous voulez résoudre, c'est des problèmes complexes. Par exemple, un ingénieur ici, le but d'un ingénieur, c'est celui de concevoir. C'est-à-dire que quand on forme un ingénieur, on attend de lui qu'il puisse concevoir. Quand on forme un technicien, on attend de lui qu'il puisse utiliser ses mains pour résoudre un problème. Maintenant, on ne peut pas comme ça dire que celui qui est technicien est moins important que celui qui est, par exemple, ingénieur. Pourquoi? Parce que les deux apportent chacun quelque chose à son niveau. Si je prends le cas des pharmaciens, je me mettrai aussi dans la même position pour dire un pharmacien n'est pas moins important qu'un chirurgien ou bien un médecin. Pourquoi? Parce que l'utilité de chacun se justifie par rapport à son secteur. Seulement, la vérité parfois est que si je prends le domaine d'ingénieur, nous avons besoin de beaucoup de gens qui peuvent utiliser leurs mains et nous avons besoin de peu de gens qui peuvent, par exemple, acquérir des qualifications très élevées. Pourquoi? Parce que de nos jours ici, en ce qui concerne les technologies, les entreprises n'ont pas besoin de 100 ingénieurs, ils peuvent avoir un ou deux ingénieurs, mais ils auront forcément besoin de beaucoup de techniciens. Donc, c'est une chose qui parfois est négligée parce qu'on se dit que tout le monde veut acquérir des niveaux universitaires, mais maintenant on se rend compte que lorsqu'il faut faire des travaux aussi simples, on n'a pas suffisamment de gens qui ont de l'expertise pour pouvoir être au front et résoudre les problèmes. OK, merci beaucoup encore une fois. Je crois qu'il est 20h26, on peut s'arrêter par là. De toutes les façons, les adresses ou les contacts ont été donnés, donc s'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours les poser. Et puis, comme Prof. Tania a écrit, là, nos webinaires sont postés après notre chaîne, dans la chaîne YouTube, hein. Donc, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Donc, vraiment, c'est qu'on va dire merci infiniment pour votre participation active à ces webinaires qui avaient un sujet intéressant. Et puis, vos questions, vos réflexions et votre engagement nous ont montré que le changement est déjà en marche. Donc, continuons ensemble à penser, à construire et puis et à agir aussi pour un avenir meilleur. À très bientôt et nous disons merci. Le prochain webinaire, vous serez informé à temps. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Okay. On va Merci dire alors beaucoup, bye Prof. bye. Sekenga. Merci. OK. Merci infiniment. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye, bonne soirée. Bye, bonne soirée. Bye bye. Bye bye, merci. Bye, merci à tous.